Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bienvenue sur Sud Radio avec notre rendez-vous, la vie devant nous. Chaque dimanche avec nos invités, on va vous donner envie de vieillir, en tout cas de bien vivre son âge, surtout avec le sourire. On va le redire, mais on le redit jamais assez. On a gagné ce siècle plus de 30 ans d'espérance de vie et on va vous proposer des conseils, des témoignages pour que cela soit une bonne nouvelle, surtout que vous puissiez en profiter, que ça soit en famille, avec des amis, et ça va certainement engager des sujets de discussion. Bonjour, mes invités sont présents. Bonjour à vous. Merci d'être là ce dimanche midi. Bon appétit si vous êtes déjà à table, ou en tout cas bon apéritif. On va parler de vacances, notamment avec notre invité et plus particulièrement de vacances entre grands-parents et petits-enfants. Ça, c'est un peu nouveau. On va rester en bonne santé avec notre docteur et notamment parler peut-être de l'automédication, en tout cas de prendre le volant et de conduire. C'était un peu notre chronique de dimanche dernier sur le permis. Et puis la technologie au service du bien vivre chez soi pour toujours avoir la bonne température chez soi, même si on est absent. Il y a de l'innovation et puis l'expérience de vivre ensemble dans les habitats intergénérationnels. Et si on décidait de partager son habitat entre une personne un peu plus âgée et une personne beaucoup plus jeune, je pense que ça fait un esprit de fête. Et puis sans oublier de poser vos questions au 0826 300 Sud Radio. Bienvenue à tous. La vie devant nous commence aujourd'hui avec notre premier invité. J'accueille Vangelis Panagiotis. Alors la France est le pays des vacances. J'ai récupéré un chiffre. On a 61%. Notamment des grands-parents en France qui se déclarent intéressés par des vacances en fait seuls avec leurs petits-enfants. Et puis c'est vrai qu'en France, on a 16 semaines de congés scolaires et 32 semaines de cours. Donc on est un des pays européens en tout cas avec le plus de congés. Donc c'est vrai que là on a un joli sujet. Donc Vangelis Panagiotis, vous êtes secrétaire général d'Alliance France Tourisme, ou plutôt membre d'Alliance France Tourisme, voilà. Alors on parle beaucoup de voyages intergénérationnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement cette offre? Est-ce que c'est commun? Parce que moi, c'est un peu la première fois que je l'entends, en tout cas, de proposer des voyages où vous réunissez en fait une famille, en quelque sorte, entre des grands-parents et des petits-enfants. Oui, bien sûr. Alors, en plus, on peut ajouter aux vacances scolaires tous les week-ends qu'on a qui sont un peu prolongés. Je crois que tous les parents aimeraient pouvoir compter sur leurs parents à eux-mêmes. Hein. Donc, en fait, les grands-parents des enfants pour pouvoir de temps en temps soulager un peu le quotidien, donc les emmener un petit peu en vacances. Et puis, les grands-parents, c'est aussi une vraie demande de créer des moments mémorables, des moments de qualité où on peut tisser des discussions, des liens un petit peu différents. Et notamment, le fait de se retrouver en vacances, c'est un moment qui est très favorable à ce type d'expérience. Donc, ces dernières années, ce qu'on a pu observer, notamment de la part des professionnels, c'était de pouvoir répondre à cette demande. Et donc, comment on va adapter à la fois les lieux de vacances, l'hébergement, les animations, finalement pour des publics qui n'ont pas les mêmes attentes. Hein. Et c'est évidemment, les enfants ont besoin de se défouler, ils ont besoin de pratiquer certaines animations, et puis parfois aussi les plus âgés ont besoin de se reposer. C'est une demande de plus en plus importante que vous avez aujourd'hui auprès des voyagistes. Oui, et il y a aussi quelque chose dont on n'aime pas trop se rappeler, mais on a une période de Covid où les gens ont été quand même très confrontés à la solitude. Et donc ce qu'on a vu à partir de 2022, c'était une demande accrue de pouvoir réunir des tribus, de pouvoir se retrouver dans un temps de qualité entre soi, de se déconnecter de ce qui est l'anxiété latente qu'on vit au quotidien, du stress, parce qu'on parle des grands-parents et des petits-enfants, mais souvent c'est l'ensemble des tribus. Hein. Ce sont vraiment à l'initiative des grands-parents, des seniors qui vont se dire je vais créer un moment de break, un moment... C'est les grands-parents qui organisent en fait, qui vont voir le voyagiste, ou c'est les parents qui sont... Alors souvent... Est-ce que vous nous racontez un peu une histoire peut-être comment ça se passe? Souvent c'est les grands-parents qui sont à l'initiative de ça, ils ont parfois un petit peu de temps pour y réfléchir, et donc ils se disent tiens, pour faire plaisir un peu à tout le monde, quand il y a un petit peu d'économie, un petit peu de sous comme ça, on sait que parfois c'est compliqué le pouvoir d'achat, notamment pour les parents ou les jeunes parents, hein, c'est pas toujours simple de joindre les deux bouts. Et là on va se dire venons faire un break, je vous propose ou d'emmener les enfants ou qu'on parte tous ensemble, on va louer un cottage si on parle de Center Park, on va pouvoir aller aussi chez Belle-en-Brac, des villages de vacances ou les demeures de campagne ou les maisons de campagne, et là ils vont adapter, ils vont pouvoir
dans certains cas, soit privatiser une petite aile, et donc on va se retrouver à 3, 4, 5 chambres avec un petit salon partagé et créer aussi des moments qui sont à côté du reste des personnes qui sont dans l'établissement. Et là, on va permettre effectivement d'avoir des moments le matin, le soir, le midi, où tout le monde va se retrouver. Et c'est vraiment ce que cherchent à faire les grands-parents, créer ces moments où les enfants, les parents et eux se retrouvent. Et là, on a une convivialité et on a des moments assez uniques. Quel type d'activité en fait Donc ça veut dire que vous avez différentes activités qui s'adressent à la fois aux petits-enfants, plus jeunes, et en même temps aux grands-parents. Mais c'est pas les mêmes activités, c'est ça, chacun fait ses activités. Est-ce que vous avez des exemples? Il y a les deux. Il y en a une qui est très sympa, qui sont des cours de cuisine, où on va réunir toutes les générations autour de cours de cuisine. Ça tombe bien, on est dimanche midi. Voilà, donc chez Pierre et Vacances, ils proposent ce genre d'activité. Et donc on voit qu'effectivement, ces dernières années, l'ensemble des opérateurs ont adapté cette offre et se disent qu'est-ce qu'on peut mettre en termes d'animation qui à la fois réunit tout le monde. Et puis de temps en temps, les enfants, ils ont besoin de se défouler un peu, ils ont envie de faire peut-être de l'équitation, du vélo, aller dans une base aqualudique, donc faire des toboggans ou autre. On va pas forcer forcément tous les grands-parents à le faire. Et donc c'est bien qu'en fait chacun puisse être dans quelque chose de modulaire au niveau des activités et de se retrouver parfois. C'est quoi les 3 destinations les plus en vogue aujourd'hui pour justement ces voyages intergénérationnels? On va beaucoup retrouver des destinations un peu classiques en termes de loisirs, mais aussi du milieu rural, parfois autour des grands bassins de population, des grandes métropoles, à quelques heures, parce que la voiture, c'est vrai que c'est aussi pratique, parfois quand on avance dans l'âge, ça peut être un moyen qui rassure pour se déplacer. Et donc finalement des choses assez accessibles dans des endroits comme des châteaux ou comme des demeures qui sont aménagées. Là, on va vraiment pouvoir se retrouver. Et puis il y a aussi une question de prix. Il faut évidemment que ça reste quelque chose de raisonnable pour tout le monde. D'accord, donc on peut le faire, on peut avoir en fait un week-end à la ferme ou un partage avec les animaux, des activités accro-branches, etc. C'est quoi le budget moyen? On peut trouver des tarifs, enfin en tout cas des voyages à tous les prix? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une petite marche forcément parce que vous êtes en tribu, donc tout de suite il y a un peu plus de monde. Ça dépend si vous allez choisir de la demi-pension ou pas, les types d'activités. Mais un week-end à partir de 1000-1500 euros pour tout le monde, on commence à trouver des offres qui sont intéressantes. Et puis ensuite vous allez ajouter toutes les animations, peut-être le niveau de segmentation, parce que plus ou moins haut de gamme. Et là on trouve des choses sympas. J'ai un dernier petit exemple qui était un peu marrant, c'était d'organiser des escape games en famille. Et donc de plus en plus, on va aménager des lieux où on va vraiment avoir ce partage et des énigmes ou des questions qui sont pour toutes les générations. Très chouette. Et on va retrouver les parties plus anciennes de Trivial Pursuit qu'on faisait dans le salon. On va faire ça en grandeur nature, ça peut être très sympa. Bon, on peut retrouver ces voyages sur un site internet, le site de l'Alliance. Alors, les membres de l'Alliance en proposent. Parmi ceux-là, tous n'ont pas des offres adaptées là-dessus, mais clairement, vous allez trouver chez Pierre et Vacances, chez Center Park des offres, chez Bel en Bras également, et puis chez Maison de Campagne. Voilà, c'est trois belles idées en tout cas à creuser. Et puis il y en a d'autres aussi, et ça commence à se développer de plus en plus. On va sur votre site donc de l'Alliance. France Tourisme. France Tourisme. Merci Vangelis Panagiotis pour nous avoir fait un peu rêver ce dimanche. C'est possible. Et puis en plus, on va découvrir certainement de nouvelles activités. Et on va surtout voyager en restant en bonne santé, notamment avec notre docteur, François Bertin-Hugo. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. J'imagine que vous allez bien, forcément, c'est un dimanche et on est tous reposés. Alors, vous êtes cardio-gériatre et justement, aujourd'hui, peut-être, vous allez nous parler, vous souhaitez nous parler, vous avez entendu la chronique la semaine dernière, dimanche dernier, sur le permis, et là, vous allez nous parler un peu de, peut-être d'automédication, en tout cas de prendre quelques préventions lorsqu'on prend le volant. Quels sont un peu vos quelques conseils et exemples ? Alors moi je vous propose une question, c'est quand est-ce qu'il faut se poser la question d'arrêter de conduire en fait, avec tout de suite une affirmation qui est celle que arrêter de conduire c'est pas arrêter de vivre. On va pouvoir développer des nouvelles façons d'interagir sur le plan social. Et vous savez à quel point cette interaction sociale m'est chère dans le bon vieillissement, la nécessité de rester en mode projet, comme je vous l'ai déjà exprimé. Évidemment, il faut pas que arrêter de conduire soit une punition. C'est réellement une façon de pouvoir justement découvrir d'autres moyens et quand est-ce qu'on va se poser la question? Alors, c'est ça. Avant tout, c'est la vision. La vision, évidemment. La baisse de vie, gêne nocturne, des éblouissements, des visuels réduits, tout ça nécessite évidemment de se poser la question. L'audition également, très importante, surtout maintenant avec les voitures électriques.
on entend de moins en moins, et donc effectivement. Quand on conduit, on s'en rend parfois pas bien compte, mais l'audition est un élément très important, et je vous avais déjà exprimé et j'avais insisté sur le fait qu'il y a un parallèle direct entre l'audition et la cognition, la mémoire. Et donc également quand on perd de l'audition, on perd de la mémoire de façon directe, et sur la mémoire évidemment quand on commence à avoir des moments de confusion, des moments de désorientation, évidemment il va falloir faire très attention. Il faut savoir que lorsqu'il y a des travaux par exemple, même des routes qu'on avait l'habitude de prendre, si on commence à être un petit peu en difficulté, il faut s'interroger. Et puis évidemment il y a un élément très important qui est la motricité, si on a un problème de cheville, si on a beaucoup d'arthrose, si on a du mal à tourner la tête, etc. Ce sont des petits éléments qui doivent nous interroger, et le signe qui doit vraiment nous interroger, c'est les petits accrochages. Des petits accrochages réguliers, des petites infractions au code de la route, avec laquelle parfois on a du mal à se remettre soi-même en question, mais quand le copilote nous fait remarquer quelques infractions, des petites collisions, des erreurs de priorité, tout ça doit nous interroger, parce que l'enjeu, il est de s'arrêter avant d'avoir tué un enfant qui traversait la route. Et là, je crois qu'il faut... Oui, ou en tout cas, peut-être aussi lorsqu'on est avec son conjoint, en famille, etc. Donc il y a des signes, c'est la prévention, et puis au niveau des médicaments, parce que c'est vrai qu'on prend souvent des médicaments, il y a beaucoup d'automédication en France, je pense que je vous l'apprends pas, et il y a peut-être aussi des conséquences à prendre certains médicaments, peut-être d'attendre quelques heures avant de prendre le volant, parce que c'est pas anodin non plus, un médicament n'est jamais anodin. Quels sont ceux pour lesquels on doit peut-être avoir une petite lumière qui scintille, qui dit attention, je vais peut-être attendre quelques heures? En général, je parle de l'endormissement notamment. Tout à fait. Alors, vous parlez d'endormissement, il y a effectivement certains médicaments, il y a l'apnée du sommeil aussi. Quand on commence à avoir des problématiques d'endormissement chez soi, ça veut dire qu'en fait, en termes de concentration, on est moins vigilant. Évidemment, il y a tous les somnifères, ça c'est une évidence. Il y a tous les anxiolytiques, il y a tous les antidépresseurs, il y a tous les antihistaminiques quand on a des problématiques d'allergie. Bon là c'est fini, mais il y a d'autres allergies à endormir. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux typiquement pour les antihistaminiques, on les prendra plutôt le soir que le matin. Ça permet effectivement de... Voilà. Puis il y a également les antalgiques. Et dans certains antalgiques, on peut avoir de la codéine, qui effectivement a tendance à endormir. La morphine, n'en parlons pas. Il faut bien regarder les boîtes, et il faut bien regarder les notices. En général, il y a un petit pictogramme rouge sur les boîtes qui vous indique qu'il y a un danger. Il faut évidemment parler avec votre médecin. Et puis, voilà, il y a ce comportement à avoir également d'autorégulation qui doit nous interroger lorsqu'on roule de façon très très lente, lorsqu'on commence à éviter certains trajets ou à conduire uniquement dans des conditions très limitées par peur ou insécurité. Voilà, à s'interroger et à se poser tout de suite la question des alternatives, puisqu'effectivement l'enjeu c'est surtout pas de s'isoler, et voilà, on va peut-être pouvoir marcher un peu plus, faire un peu de vélo, ou être accompagné par ses proches ou par des personnes que l'on va découvrir, mais ça reste quand même quelque chose qui doit voilà, qu'il faut essayer de présenter comme étant positif pour la personne. Oui, c'est pas une sanction, c'est pas une sanction. Donc merci François Bertin.